On veut travailler sur nos propres préjugés, sur les préjugés de la population. Alors, on a fait un buffet des inégalités qui s'avère être un déjeuner qu'on va avoir avec des gens qui viennent participer. C'est un jeu de rôle. Donc, ils ont des cartes de vie, des cartes de personnages et dans ces personnages-là, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent. Donc, ils vont avoir à vivre avec qu'est-ce qu'ils peuvent manger ce matin avec le montant d'argent qu'ils ont de disponible. Je trouve l'activité fort intéressante parce que ça démontre une réalité parfois qui est cachée, que les gens ne voient pas. Donc, différentes situations, souvent, dans toutes sortes de milieux, on va colporter des préjugés. Puis on pense qu'il y a des choix qui se font parfois alors que c'est des choix qu'on ne fait pas. Par exemple, les pauvres sont des paresseux. Moi, la question que je pose, qui a choisi d'être pauvre? On n'est pas pauvre par choix. Souvent, c'est des circonstances de la vie qui l'amènent pauvre. Un divorce, une maladie, une perte d'emploi. Ma carrière, à la fin, j'avais 58 ans, ça a tourné en queue de poisson. Et plus personne ne m'engageait, mais c'est pas vrai qu'on nous engage tant que ça quand on vieillit. Et heureusement, je ne l'ai pas été longtemps, mais assez pour voir que souvent, quand on y arrive, c'est tout le monde peut. Si moi je suis arrivée, c'est que tout le monde peut en venir là un jour. C'est pas on se lève pas un beau matin et on dit qu'on va se laisser vivre par l'aide sociale. C'est pas vrai, c'est une absence de choix. Tu vois un jeune qui est élevé dans un milieu où ça va pas bien, puis un petit peu plus tard, tu le revois, puis il est encore dans la même situation, il s'en est pas sorti. Puis tu te dis, bien, il n'a peut-être pas eu la chance, peut-être pas eu de choix dans sa vie parce que les circonstances le font. Puis d'autres personnes qui, à un moment donné, se retrouvent en itinérance, se retrouvent en difficulté financière à cause de divorce, de perte d'emploi, de fermeture d'usine. Et ça, les gens, parfois, ne voient pas derrière ce qui peut arriver dans la vie d'une personne, là, ce qui peut amener ces situations de pauvreté-là. Aujourd'hui, on est situé au comptoir Le Grenier. Donc, à tous les jours, 3 fois par semaine, il y a des épiceries communautaires pour venir chercher des paniers d'épicerie, ce qui fait que si cette bâtisse-là existe, cet organisme-là existe, c'est parce qu'on en a des gens ici. Puis il y a quand même des préjugés là, envers le fait que tout le monde, comment ça que les gens doivent venir ici, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir, c'est parce qu'ils ne mettent pas leurs priorités aux bons endroits. Maintenant, notre clientèle, c'est pas juste des gens qui sont pauvres. C'est des gens qui sont souvent en situation de travail. Dans beaucoup de cas, travaillent au salaire minimum et un petit peu plus, mais qui, avec des obligations familiales minimales, ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Alors, ce que ces gens-là font, ils vont faire un petit bout d'épicerie au grenier pour justement joindre les deux bouts. Alors, c'est une nouvelle pauvreté. C'est que le coût de la vie est cher, les logements sont chers, la bouffe est chère et tout ça. Alors, les gens qui sont au salaire minimum avec une famille, je m'excuse, à part d'être des magiciens, ils ne peuvent pas y arriver. J'ai trouvé que c'était difficile. Je suis une personne organisée. Je ne me suis pas faite de dette. J'ai mangé tous les jours, mais à quel prix? Souvent, à quel prix? Tu sais, j'ai vendu des choses pour arriver à la fin du mois. Je sentais toujours une épée au-dessus de ma tête. Là. Si le gouvernement décidait de nous enlever un 5 $, ben, c'était dramatique parce que j'avais un loyer qui coûtait 60 de mon chèque. L'autre phénomène aussi, je pense qu'il faut l'aborder, il me paraît important, c'est le désengagement de l'État par rapport au support de toutes les organisations. De toute façon, l'État se désengage, et quand l'État se désengage, qui, pensez-vous, hérite de la facture? On se retourne vers le municipal. Alors souvent, il faut pallier au manque de financement du provincial. Alors nous, ça ajoute un fardeau. Et on essaie de le faire autant que faire ça peut, mais c'est sûr qu'on ne peut pas toujours supporter les engagements de l'État. Souvent, quand la richesse augmente globalement, ça crée des clivages encore plus importants. Alors moi, comme directeur de police, ça m'interpelle parce que ces clivages-là, donc un écart, un fossé qui se crée entre les classes dans la population, amène des problèmes d'incivilité. Et que ce soit le droit de manger ou le droit à la sécurité, c'est 2 droits fondamentaux reconnus dans la Charte. Et nous, on est là pour ça, pour les droits de travailler avec les gens, pour la qualité de vie et le bien-être des gens. Donc, c'est pour ça qu'une activité comme ce matin, les organismes qui travaillent à faire de Lévis une ville où les gens vont être bien, vont avoir une certaine justice sociale, une certaine équité sociale,
Bien, pour nous, on appelle ça de la prévention par le développement social. Donc, d'empêcher qu'il y ait des situations qui se détériorent à cause de ces iniquités-là. Donc, on se doit, comme service de police, de contribuer à ça. Et vice-versa, on veut contribuer avec les organismes communautaires, puis on voudrait que les organismes communautaires contribuent avec nous à régler des situations, puis à travailler en résolution de problèmes. Bien, je ne sais pas si l'austérité va toucher nos organismes communautaires. J'espère que non. J'espère que les coupures qui se font là ne sont pas si importantes que ça. Mais ça me surprendrait beaucoup que les compressions à venir ne touchent pas également ce secteur-là, et ça serait fort dommage. Puis je pense que c'est une responsabilité sociale, là. Il faut s'assurer qu'on mette les conditions gagnantes pour que la pauvreté, OK, soit un état de fait temporaire, le temps que les personnes puissent s'en sortir. Si déjà les gens avaient moins de préjugés, premièrement, le gouvernement s'attaquerait au problème, puis à partir de là, ça descendrait à chacun des individus, puis il y aurait plus d'entraide. La richesse, ça serait un peu mieux répartie, puis les gens qui se tairent seraient moins cachés, puis ils marcheraient un peu plus la tête haute. À ce moment-là, en marchant la tête haute, tu as plus de chances aussi de te reconstruire puis de retourner sur le chemin. Moi, je pense que c'est une roue qui devrait aller un peu plus rondement. Moi, je pense que le désengagement de l'État dans cette matière-là, c'est une très mauvaise idée. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que si on se désengage à supporter des gens qui sont en état de pauvreté, ça veut dire qu'on va les confiner dans un état de pauvreté. Et quelqu'un qui vit au crochet des organismes communautaires, qui va chercher de l'aide sociale et tout ça, c'est des gens qui n'ont pas une grande productivité. Alors, il faudrait bien mieux investir pour s'assurer que ces gens-là sortent de leur état de pauvreté, pour les remettre sur le marché du travail. Ces gens-là vont redevenir productifs, vont payer des impôts et tout ça. Donc, dans le fond, il faut le voir comme un investissement. Si tu ne le fais pas, si tu coupes l'aide, bien, je pense qu'à terme, on ne s'aide pas. Au contraire, on va creuser davantage la problématique. On n'intervient pas auprès des gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Donc, si quelqu'un agit mal, on va intervenir auprès de cette personne-là pour ce qu'elle fait, et non pas pour ce qu'elle est. Fait que les préjugés, là, ça ne doit pas exister.